j'entends quand même donc des approches assez révolutionnaires là, multimodales, comme dit Alexandre dans la conversation. Et je vois qu'il y a des remarques intéressantes dans la Mhm. conversation. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, bah, évidemment, je crois qu'on ressort de cette discussion le défi de faire évoluer un système. Et je vous remercie vraiment pour cette conversation parce que moi, personnellement, ce qui m'inquiète quand je vois la lenteur de l'évolution, c'est quelque part la concurrence d'acteurs du secteur privé qui ne sont pas gouvernementaux et qui, et qui ne sont pas tous comme Khan Academy, c'est-à-dire qui ne sont pas quand même avec une vision éthique de comment ils vont délivrer un enseignement. Et ce que je vois comme défi, c'est de ne pas avoir des familles qui sont attirées par des offres privées de plus en plus, très bien packagées, très bien présentées, avec toutes ces meilleures pratiques, et que du coup, l'école publique perde une partie de ses élèves parce qu'elles sont attirées par des personnes qui adoptent cette pédagogie un petit peu différente, notamment à partir du moment où les gens ont un peu changé, réorganisé leur vie après la pandémie et se sont peut-être éloignés du centre-ville, donc ont peut-être décidé que leur enfant allait continuer à distance. Enfin voilà. Mhm. Je trouve que ça pose beaucoup de problèmes. En fait, ça rejoint une question que j'observe déjà depuis plusieurs années au sein du conseil scolaire dans lequel sont scolarisés mes enfants. Tous les élèves ont accès à un compte Google. Ouais. Et donc, alors mon fils qui a 15 ans, qui se débrouille déjà très bien niveau technologie, il passe ses journées là-dessus. Il est beaucoup plus habile avec un Google Doc, alors qu'un PowerPoint ou un document Microsoft Word, comment ça fonctionne? Et Oui. là, je me dis, OK, on va avoir d'ici 3 ans, là, j'ai dans ma classe en première année d'université toute une génération qui a grandi. Ben, je maîtrise les Google Docs, mais ce n'est pas le cas de tous mes collègues. Et je me dis, on a des, ben, je disais, c'est ça, des élèves qui savent très bien manipuler Snapchat, Instagram, mais qui n'ont pas les mêmes connaissances que nous. Et il va Mhm. y avoir des conflits aussi comme ça. Et pour rejoindre ce que dit Caroline, tous les conseils scolaires ou les écoles ne sont pas harmonisés de la même façon. On peut se déplacer, il y a des familles qui déménagent d'une province à l'autre, etc. Comment on arrive à trouver un vocabulaire informatique, électronique qui Ouais. soit relativement harmonieux? On parlait Ouais. de compétences transférables et c'est là aussi qu'il y a cette mainmise possible de certaines compagnies qui, Tout à fait. je ne sais pas exactement comment formuler mon souci, mais oui, il y a certainement des enjeux éthiques là-dessous. Ouais, C'est tout à un fait. fantastique sujet. Au fond, on le voit en formation. On parlait d'université avant, ça pourrait être fantastique sujet d'un panel suivant de certaines compagnies comme LinkedIn, Google, Microsoft qui font des formations d'une extrême bonne qualité, Facebook et tout. J'avais suivi une formation complète de Google sur Coursera. Et la Ouais. qualité de l'enseignement est top, là. C'est des employés de Google qui parlent de leur expérience, de eux, comment ils en sont venus pour devenir des développeurs. Ils donnent des petits trucs, etc., pour coder, etc. Et ensuite, tu as un cours formel. Et là, au fond, tu as une privatisation de l'éducation, mais Exactement. en même temps plus accessible, parce que n'importe qui, soudainement, c'est une privatisation qui baisse la barrière à l'entrée. Tout Et à ça, fait. c'est difficile. Ouais, c'est quelque chose. Et le problème, c'est que dans le cas de Google, une partie peut être gratuite pour quelque part créer ensuite des futurs Mhm. consommateurs d'autres services Exact. Google et une audience pour les publicités Google. Et Donc, la seule manière que je vois jusqu'à maintenant comme stratégie qui marche, c'est si on reste en huis clos, si un professeur crée son propre contenu, le partage en personne, si on a tous peur de perdre notre job et chacun on fait notre truc puis on se défend, c'est historiquement pas une stratégie qui marche hyper bien. Ça marche tant qu'il n'y a pas un joueur extérieur. Si on va vers voilà. l'idée de dire, vous savez quoi, on va arrêter de réinventer la roue. En ce moment, il y a des professeurs qui inventent un cours, ils inventent une manière d'expliquer pendant qu'on se parle, d'expliquer les fractions. Il y a 50 000 manières d'expliquer des fractions. On n'a pas besoin d'inventer une méthode. Tu pourrais surfer un catalogue, choisir ce qui t'intéresse en fonction du groupe, en fonction du niveau, toutes tes préférences personnelles. Il faut que ça soit fun aussi pour toi. Et au fond, si on s'ouvre, on est capable d'évaluer ça, on est capable d'aller chercher cet impact-là. Et si on s'ouvre, ça va être plus difficile pour les compagnies d'aller chercher cet espace-là. Exactement. Ils ne peuvent pas compétitionner avec gratuit. C'est plus dur pour eux.
Exactement. Nous, au récit, on développe tout en libre dans cette optique-là, dans le fond, de partager. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit, OK, fait que tout le monde, on prépare les mêmes cours avec des petits changements, mais tout le monde, on dit qu'on passe nos soirées, nos fins de semaine à travailler, à préparer nos cours, mais tout le monde le fait indépendamment. On peut tout mettre ça en commun, puis se l'échanger, puis s'influencer les autres. C'est ça qu'on essaie de faire, nous, dans le fond. C'est comment on va vous en produire, vous en donner du produit de qualité, puis Il ne faut pas que ça soit juste sur Facebook, dans des petits groupes de professeurs. Ben oui, c'est ça. Ça se fait comme des guérillas, alors qu'il devrait y avoir quelque chose de plus officiel et de plus commun, mais ça s'en vient. Mais la culture du libre n'est pas très implantée, je pense, au Québec. Déjà, il n'y a pas tant de ressources libres francophones, puis adaptées pour la réalité du Québec. Mais quand on parle de ressources libres, les gens vont dire des ressources gratuites. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Je pense qu'il y a vraiment un manque de connaissance de cette culture-là. Donc, on ne pense pas à développer dans ce sens-là. Puis je pense qu'il faut y venir aussi, pour avoir déjà développé des trucs. Moi aussi, ça m'a pris un petit peu de temps à cheminer puis à me dire, OK, oui, je vais le laisser, je vais le mettre disponible puis laisser d'autres personnes faire ce qu'ils veulent avec. C'est un cheminement à faire quand même. Là. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a même pas commencé. C'est un sacré chantier. Hein? Très beau sujet, Caroline. Oui, ça va être intéressant de se revoir dans 2 ans. Le changement est exponentiel aussi. C'est un truc qu'on oublie beaucoup en technologie. Quand vous regardez les courbes, moi, je travaille beaucoup dans certains secteurs où je suis beaucoup l'évolution de la technologie. Est-ce que les professeurs sont prêts à la réalité augmentée, des choses comme ça? Et je ne le dis pas en termes de buzzword. Il y a toute une génération, le fait d'avoir travaillé beaucoup sur le terrain dans des pays qu'on dit, entre guillemets, en développement, en fait, te donne la perspective de dire, attends, à certains égards, ils sont plus en avance que nous. J'ai été dans des endroits où devant une maison, c'est un numéro de téléphone, c'est pas une adresse. C'est ça leur perception de tu veux me joindre, c'est pas mon lieu physique. C'est mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est comme ça que tu me joins, c'est ça mon identité. Il y a toute une génération qui vont apprendre à utiliser Android bien avant d'utiliser Windows. Il y a toute une génération que pour leur contact sur le monde, ça va passer par la réalité augmentée puis par Internet. C'est ça leur première ouverture sur le monde à échelle. Et là, on parle de changement qui s'accélère. Si on est en train de rattraper un retard, il faut le rattraper rapidement et mettre en place des mécanismes critiques pour juger ça parce que ça va aller vite encore plus rapidement. Alors là, je crois que tu n'aurais pas pu mieux conclure, hein, sauf si quelqu'un veut rajouter. Non, c'était parfait, mais en ce que je voulais dire, c'est là que l'agilité du cerveau des jeunes, j'ai full confiance. Là, c'est d'avoir travaillé, j'aurais pas su, si j'avais fait n'importe quel autre emploi, j'aurais pas su à quel point un ado, un jeune, c'est brillant puis malléable. C'est ça qu'il y a peut-être moins chez les adultes. Des fois, on est un petit peu set in our ways, puis on est un peu cané, puis c'est plus difficile de changer, tandis qu'eux autres là, sont agiles, habiles, sont capables d'en prendre. Fait qu'il y a beaucoup d'espoir à ce niveau-là. Là, comme ce que tu parlais, là, j'ai tellement foi en mes ados. Nous, c'est sans doute le temps, justement, d'inculquer des compétences qui sont pour la vie et non pas des compétences d'apprendre à tel logiciel. Parce que qu'est-ce qu'ils vont utiliser dans leur vie professionnelle? On n'en sait rien. Par contre, inculquer de la pensée critique, de ne pas avoir peur de faire des essais, de faire des erreurs, apprendre à collaborer, etc. Ben, ça, c'est les fameuses compétences du 21e siècle. Absolument. Lancez-vous, vos élèves vont vous aider, il n'y a pas de trouble. Il ne faut pas avoir peur. Puis, vraiment. Je suis super content de vous rencontrer. Oui, mais bon, quand je vois je vois quand même plusieurs besoins, une genre de curation, pour utiliser le terme de Valentin, de liste de ressources qui soient peut-être facilement accessibles aux enseignants pour que tous ceux qui n'ont pas forcément le temps ou l'appétence, enfin qu'on les aide à sélectionner ces fameux contenus préexistants.